que les gros voleurs ne vont jamais en prison, parce qu'ils ont les moyens de parsemer tout le chemin de l'eau de billets de banque, et que celui qui va en prison, c'est celui qui n'a pas les moyens de corrompre des gens. Donc les gros voleurs au Tchad, par corruption ou par protection du régime, ne sont pas arrêtés. Ça, c'est un constat que nous faisons. Est-ce que l'Assemblée nationale le dénonce? Que fait-elle pour leur mettre la main dessus? Bien sûr qu'on les dénonce. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai décrit les séances à l'Assemblée nationale. Malgré notre nombre réduit, les 32 députés que nous sommes ne sont pas toujours présents à toutes les séances. Parce qu'on est pris par-ci, par-là, par d'autres activités. Même si on est 15, même si on est moins de 15, et qu'il y a des débats importants, je peux vous assurer que nous nous faisons entendre. Mais en dehors de se faire entendre, nous n'avons pas la possibilité, au-delà de la voix qui peut porter, de faire voter quoi que ce soit à l'Assemblée nationale en dehors de ce que le parti au pouvoir nous impose. Ça, c'est la réalité du vote et de la gestion des affaires législatives à l'Assemblée nationale. C'est la majorité qui fait ce qu'elle veut, la majorité qui fait passer les lois qu'elle veut, et nous, on est soumis à cela. Donc, il y a, malgré notre qualité, que j'ai salué tout à l'heure, il y a des limites de ce que nous pouvons faire qui sont dans le problème de la majorité, nous déborde largement. Et tout chef d'opposition que je suis, je n'ai pas un pouvoir supplémentaire. Moi, je le suis de par les textes, tout simplement, parce que la loi dit que c'est le parti qui a le plus de députés, dont le parti est, dont le président est, pardon, le chef de l'opposition. Ça ne veut pas dire qu'on a une prérogative quelconque ou supplémentaire avec ce titre dont je dis d'ailleurs que c'est un titre pompeux, qui n'apporte absolument rien de plus à l'opposition, puisque le président Déby, qui a signé le décret d'application accordant ce qu'il peut appeler avantages qui n'en sont pas réellement, n'a même pas mis en œuvre son propre décret. Donc c'est vraiment du bidon. Il faut tout simplement être satisfait moralement du fait qu'il y a au moins une loi sur le statut de l'opposition qui est partiellement appliquée dans la mesure où le chef de l'opposition en est issu, mais que de la même façon, vous avez quand même des gens qui se réclament de l'opposition et qui en réalité ne sont pas tellement de l'opposition et qui sont dans l'opposition. Ça aussi, c'est un peu, ça fait un peu partie de nos réalités tchadiennes. Je prends l'exemple du CNDP, qui est un organe mis en place par Déby pour remplacer le comité de suivi de l'accord de 87. L'année dernière, le 2 avril, si ma mémoire ne me trahit pas, quand il a mis en place le CNDP, on était enfin, nous, on n'y était pas, hein, la plupart des partis de l'opposition, mais on nous rapporte que le CNDP, c'est la parité, majorité, je crois, à l'époque, 11, non 11, opposition 11, puis société civile 3 ou 5, je ne sais plus. Et il fallait constituer cela même dans la salle. Mais on a assisté à un transbordement, à un nomadisme visible de certains qui ont quitté la majorité pour rejoindre l'opposition. Et on nous l'a imposé jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà des situations saugrenues que nous vivons, que nous sommes obligés de gérer comme ça pour éviter des problèmes qui nous déborderaient. Donc je crois que j'ai répondu à... Il y a une question de Maman, il dit pourquoi est-ce qu'on ne demande pas la restitution? Oui, mais j'ai dit la demande de la restitution, là, c'est pas du pouvoir de l'Assemblée nationale. Ça, c'est du pouvoir de la justice. C'est à la justice de condamner quelqu'un à une amende, à la restitution des biens volés, ainsi de suite, et non pas à l'Assemblée nationale. Si c'est en tant que politique qu'il faut le faire, lors du discours du 8 novembre, j'ai interpellé le président Déby en lui disant que nous avons appris par des écrits qui circulent que lui-même, sa famille et quelques autres avec lui dans son camp sont plus riches que le Tchad. Et j'ai dit, mais dès lors que vous êtes plus riches que le Tchad, mais demandez à vos alliés qui ont volé immensément d'argent d'en rapatrier une certaine somme pour la mettre à disposition de l'État pour que l'État remplisse ses obligations. Puisque nous savons que, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, les salaires ne sont pas payés à temps, des chantiers ont été arrêtés pendant plusieurs mois. Il a fallu qu'un État organisé, producteur de pétrole, au-delà du problème de la pénurie que vous avez posé, a des caisses qui sont vides, attendre que les Chinois, la compagnie chinoise, paye une amende pour pouvoir permettre le redémarrage de certains chantiers
et de certains travaux. Voilà où on est réduit le Tchad à l'heure actuelle. Et je crois que tout cela, ça fait honte, tout simplement. Qu'un État comme le Tchad, aujourd'hui, attende une amende, le versement d'une amende, pour pouvoir fonctionner. C'est vraiment honteux, il n'y a rien de plus à dire. On continue. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous passer une série de questions encore. Nous allons passer maintenant à Monsieur Betanda, Président. Bonjour. L'avantage ou l'inconvénient de passer après les autres en ce qui concerne les questions, c'est quelquefois les questions, leurs réponses. Notamment, je voulais parler du pétrole Mendarnas et Kaman l'ont évoqué, vous avez répondu. Je voulais aussi vous poser une question sur la Constitution. M. Antoine Bangui vous l'a posée, vous avez répondu. Et puis, sur l'insuffisance de la diaspora, également, vous avez apporté des précisions par la suite, parce que j'ai noté que la diaspora est insuffisante. Par contre, la dernière question que je vais vous poser, parce que j'avais préparé 4 questions à vous poser, donc la dernière, c'est par rapport à l'arrestation des députés. Là, vous n'êtes pas revenu là-dessus. Les députés, à ma connaissance, ce sont des personnes qui sont élues par le peuple et qui représentent donc le peuple. Et il me semble que ces députés qui ont été arrêtés, il n'y a eu aucune réaction des autres députés ou des chefs de parti au Tchad. Pourquoi il y a eu ce silence par rapport à ces arrestations? Est-ce que c'est parce que c'est le climat au Tchad qui oblige à ne pas faire des vagues? Ou tout simplement parce que les députés ne se sont pas concertés pour pouvoir au moins défendre leurs homologues? J'avais 4 questions. Donc la dernière qui n'a pas été posée, donc je la pose par rapport aux arrestations des députés. Voilà. Merci. Je vais passer la question maintenant à M. Makaël Ngebla. Bonsoir à tout le monde, Makaël Ngebla. Je remercie d'abord l'amicale panafricaine de nous avoir offert cette opportunité d'échanger avec M. Kebzabo. Mais aussi je remercie ici effectivement nos frères djiboutiens, togolais qui effectivement suivaient avec une attention particulière le processus démocratique au Tchad, l'impasse politique dans laquelle Idriss Déby a plongé ces pays depuis 24 ans, avec une indifférence, je dirais, internationale qui est assez agissante, assez marquante. Et donc moi, ma question va, étant donné que je viens d'un milieu de droits de l'homme, ma question va s'intéresser également surtout sur la disparition, d'abord sur les violations massives des droits de l'homme au Tchad, mais la disparition d'une des figures emblématiques de l'opposition tchadienne, votre collègue Inouro Massal, mais surtout le regard que pose Paris par rapport à ces dossiers. Lorsqu'on sait effectivement qu'une commission d'enquête devait quand même statuer sur cette question et que depuis un certain temps, ici à Paris, on a l'impression que rien ne bouge. Et surtout que M. Ibni vient d'une obédience socialiste. Et nous, en tant que Tchadiens, comment peut-on faire en tant que Tchadiens pour fraîchir la position du gouvernement français, surtout que nous Salé a un passé avec la France, quelqu'un très très lié à la France, et qui fait l'opposition tchadienne pour peut-être non seulement tordre les bras à Idriss Déby, mais également amener Paris à réfléchir sur cette question, si effectivement la France est une grande démocratie et que ces pays se veulent respecter les droits de l'homme. Merci. Merci Makaïla. On va finir les questions en donnant la parole à M. Bouki. Moi, je voudrais plutôt revenir sur le questionnement du grand-père Bangui concernant la Constitution. Dans un pays, quelle que soit la nature du texte, quelle que soit sa purité, en fait, le texte en soi n'apporte rien. La
force d'une constitution, c'est la force que le peuple fait consigner à cette constitution. En effet, dans tous les pays de vassalité française, on s'est rendu compte que la Constitution a été écrite sous le modèle français. Celle du Tchad a été écrite par M. Arnaud Léon, qui est professeur de droit. Alors, je veux dire tout simplement, quelle que soit la nature d'une constitution, c'est dans l'exercice du pouvoir qu'on donne la force à une constitution. Quand vous avez l'exécutif qui doit jouer le rôle du gendarme pour que la constitution soit respectée, et qu'il est à la fois législatif et exécutif, quelle que soit la pureté du texte, vous ne pouvez pas dire que la constitution peut être viable. Mon deuxième questionnement est celui de la nature du chef politique au Tchad. Je me suis rendu compte que depuis 1960, la pratique la plus observée, c'est le nomadisme dans les partis politiques. Pourquoi? Parce que le chef politique au Tchad est considéré comme un mandarin. C'est ça la nature de la chose. Ce qui signifie que tous les vocabulaires politiques ont été utilisés à tort et à raison. Quand on parle de la politique au Tchad, c'est d'abord l'animation d'un groupe, d'une société ou d'une région. Il ne s'agit jamais de formuler des objectifs clairs, s'y tenir avec un comportement et faire la formation de ces militants pour donner une expression au vrai sens à chaque militant. Parce que c'est ça d'abord l'expression. Et l'expression, c'est la démocratie. Moi, j'ai encore en tête nos périodes les plus difficiles. Tous les matins, dans les rues, quand les hommes sont sortis hier nuit. Pourquoi? Les hommes sont sortis hier nuit. C'est ce qui nous a donné ce qu'on appelle les luttes de libération, le pléthore des organisations politico-militaires. Mais en fait, c'est parce que nos jeunes n'ont jamais été formés à la question essentielle, la formulation des objectifs d'une nation, d'un pays, avec les moyens qu'il faut. Donc, je répète, est-ce que l'homme politique tchadien est un mandarin? Après, merci Monsieur le Président, mais nous aurons après trois dernières séances de questions et puis ça sera la fin. Non, tout à l'heure nous aurons 3 dernières questions, ce sera la fin. Mais non, non c'est bon. Il faut qu'il parle et puis après on termine. Parce qu'il y a 3 personnes qui attendent de parler. Ok, bon, je donnerai à la femme en premier alors. Donc, il y a une femme. Bonjour. Moi, j'ai plusieurs interrogations plutôt. Je me présente, je suis Mme Bakayoko, je ne suis pas tchadienne. Je suis africaine tout court. Ma question s'adresse à M. Kebzabo. En écoutant ses interventions, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de contre-pouvoir au Tchad. Ça, c'est ma première interrogation. Et du moment où il n'y a pas de contre-pouvoir et qu'il y a une opposition historique depuis tout ce temps, est-ce que le peuple tchadien peut encore attendre et faire confiance à cette opposition historique qui n'a pas réussi à mettre en place une stratégie pour aller vers l'alternance depuis tous ces temps? En disant cela, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, le début va partir.
vu le problème qui se pose, il y a Déby, il y a une question que je n'ai pas entendue dans votre intervention, c'est Déby au pouvoir en tant que dictateur, mais maintenu au pouvoir par des alliés, et quelle alternative et quelle... en reformulant mon intervention, qu'est-ce que vous, en tant qu'opposition historique, vous donnez comme alternative à la France, il faut le dire d'une façon très claire, pour qu'il lâche, pour que la France lâche aujourd'hui Déby, parce que c'est la France qui maintient Déby au pouvoir, d'une façon très claire. Qu'est-ce que vous, en tant qu'opposition historique aujourd'hui au Tchad, vous êtes capable de donner comme garantie aux partenaires qui maintiennent Déby en tant que dictateur au Tchad aujourd'hui? Et la question de la présence de l'armée tchadienne dans plusieurs interventions de maintien de paix dans le monde, aujourd'hui, l'armée tchadienne est au Mali, mais moi, en tant que malienne, si j'étais à la place du peuple tchadien, j'allais demander le retour de l'armée tchadienne au pays. Vu la manière dont Déby les traite, il ne suffit pas d'envoyer une armée nationale sur le territoire et à des interventions aussi compliquées comme ce qui se passe au nord du Mali, sans mettre la troupe dans les bonnes conditions. Donc ça, c'est une question aujourd'hui. Qu'est-ce que l'opposition historique arrive à apporter en matière de contribution et de débat politique sur cette question-là? Comment mettre l'armée tchadienne dans sa dignité sur ces interventions extérieures? Ce n'est pas dans le débat. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, le peuple tchadien doit demander à Idriss Déby, y compris à l'opposition qui se disent historique, le retour de l'armée tchadienne au Bercail. Et ma dernière question, et qui a aussi une intervention, c'est la question de la délinquance financière. Il faut dire les choses d'une façon aussi très claire. Ce n'est pas une question d'enrichissement illicite, c'est une question de délinquance financière aussi qui se passe, pas seulement au Tchad, mais sur d'autres territoires africains. Mais je parle là du cas du Tchad. J'ai lu des articles sur les forums, parce que je participe à pas mal de forums sur ces questions-là, qu'en France, ici, il y a une banque française, tellement il y a eu de dépôts de liquidités venant des cadres, de certains cadres du Tchad, y compris des proches du pouvoir politique, que les banques ont même refusé de prendre des valises de billets. Et que ces écrits se circulent dans les journaux en plus sérieux. Pourquoi aujourd'hui, pas seulement la société civile, mais aussi cette opposition historique, pourquoi vous ne demandez pas une ouverture d'enquête, même en France, comme d'autres pays l'ont fait, pour que cet argent, vu la misère dans laquelle le peuple tchadien vit, puisse aussi récupérer cet argent? Merci. Nous allons finir par M. Kondoumi. Merci. Oui, moi j'ai deux petites questions et j'arrive à comprendre votre position exacte. Vous avez déclaré sur France 24 que vous ne voulez pas que Déby se présente en 2016. Et là, pendant le débat, vous parlez aussi s'il y a des élections. Vous y allez, vous préparez les élections. Donc, si Déby, malgré votre position, se présente aux élections, allez-vous retirer votre candidature? La deuxième question, c'est que je me pose la question, vous êtes le chef de file de l'opposition tchadienne. Alors pourquoi vous ne parlez jamais au nom de l'opposition tchadienne? Pourquoi l'opposition tchadienne n'est-elle pas comme celui du Burkina, où le chef de file de l'opposition, quand il parle, c'est toute l'opposition qui parle? Ils ont un bureau de l'opposition, ils ont nommé leur chef de file, ils ont leur agenda. Dernier constat, est-ce que l'opposition tchadienne n'avait pas raté le rendez-vous de l'histoire du Tchad le 11 novembre? Merci. La dernière question. Vas-y.
Je me présente Djibrina Madizerigo, je suis militant actif du PLD au niveau du PLD Europe. Je voulais vous poser une petite question parce qu'il y a 3 questions, les 2 sont posées par les autres. En tant que chef de file de l'opposition, depuis 6 ans, que vous faites par rapport à la disparition du professeur Ibn Omar en tant que porte-parole de l'opposition? Je vous remercie. Monsieur le Président, la parole est à vous. Bien, je vous remercie. Je crois que j'ai cru comprendre que c'est la dernière vague de questions. Donc je vais donner les dernières réponses pour clore notre discussion. Je dois répondre à 6 interventions, je crois. Et je vais tâcher de le faire autant que je pourrais le faire. Il y en a qui m'ont facilité la tâche, qui ne m'ont pas posé des droits de questions, qui se sont posés des questionnements. Je pense à Bouquet en particulier, par rapport à la Constitution et par rapport un peu à la nature des chefs politiques tchadiens. C'est une opinion qu'il a donnée. Je ne vais pas revenir plus particulièrement là-dessus. Monsieur Betangar. Président. Béton. Il s'appelle président. Oh, arrête. Monsieur Betangar. Non, je crois que là vous êtes un peu trompé en disant que l'opposition n'a rien fait lorsque les députés ont été arrêtés. Ça, c'est pas vrai. Il y a eu une véritable levée de bouclier des partis de l'opposition, de la CPDC, des députés, à tel enseigne que le président de l'Assemblée lui-même, si vous vous rappelez l'époque, a dû écrire une lettre interpellant le ministre de la Justice, pour lui disant qu'on était dans le faux et qu'on ne peut pas continuer dans le faux. Sur cet aspect précis, je crois que ce qui pouvait être fait l'a été par les députés et par l'opposition de façon générale. On ne peut pas, je pense, nous critiquer sur notre comportement vis-à-vis de l'illégalité des arrestations de nos collègues. On a vraiment tout fait. C'est nous qui avons organisé, c'est nous qui avons saisi les avocats, c'est nous qui avons organisé tout cela pour que le procès ait lieu dans la transparence et dans les délais. Je crois que là, on a fait vraiment le maximum de ce qu'on pouvait faire. Je ne vais pas m'attarder à toute mesure là-dessus. Madame Bakayoko, vous faites honneur à l'Afrique par votre intervention sur les questions tchadiennes. Je pense que, comme je l'ai dit auparavant, c'est la diversité de cette salle qui fait que nous pouvons avoir des opinions sur beaucoup de problèmes. Et quand je constate comment vous avez été applaudi, c'est que ce que vous avez dit a emporté l'adhésion de la salle. Il ne faudrait pas toujours voir de façon réductrice ce que nos oppositions font dans nos pays. C'est un peu la tendance qu'on a, la tendance de facilité à critiquer l'opposition qui ne fait pas ceci, qui ne fait pas cela, qui devrait, en oubliant vraiment le contexte très difficile dans lequel nous vivons, le contexte imposé par les partis au pouvoir. Je ne parle pas uniquement du Tchad, je parle de beaucoup de pays africains où la situation est la même, et en particulier ceux d'Afrique centrale. C'est des situations très très difficiles. Il faut parfois être un peu tolérant vis-à-vis de l'opposition. Bon, si vous tapez sur nous pour qu'on fasse mieux, je le prends ainsi, c'est bien. Mais je crois qu'il faut de temps en temps essayer de voir dans quelles conditions nous vivons. Et ce n'est pas toujours très évident. Et il n'y a pas de contre-pouvoir au Tchad. Ça, c'est l'évidence même. Il n'y en a pas. Quand j'ai décrit la situation en comparaison avec ce qui s'est passé au Burkina, avec la situation du Burkina, c'est une façon de dire
qu'il n'y a pas de contre-pouvoir au Tchad, que les associations sont très faibles, les partis politiques le sont aussi, peut-être davantage, et qu'il ne faut pas compter sur une situation comme celle qui peut amener à une insurrection, quoique l'insurrection n'est jamais un phénomène qui est programmé à l'avance. Vous prenez tous les printemps, dans aucun pays de printemps, on vous a dit qu'un parti, une association a programmé cela et a déclenché un tel qui s'est tué ou tel mouvement qui part à tel endroit ou tel autre. Il y a toujours une spontanéité de mouvement qui fait que les politiques sont souvent pris de court. Et ça me permet de répondre à la question sur le 11 novembre. Est-ce que l'opposition a raté un rendez-vous avec l'histoire? Mais souvent, lorsque c'est des mouvements spontanés et rapides, on rate le rendez-vous, ça c'est évident. Et dans le cas du Tchad, personne n'était en mesure de vous dire qu'il se passerait tel événement tel jour. On a tous été pris de court. Et c'est tout à fait normal. Tout comme on a été pris de court par la façon dont cela s'est estompé. C'est aussi tout à fait normal. Maintenant, si c'était un mouvement répétitif et que l'opposition gardait le silence ou donnait l'impression d'être débordée, à ce moment-là, on peut peut-être l'accuser d'avoir raté un rendez-vous ou de n'avoir pas su se saisir d'une opportunité pour faire avancer la route de l'histoire. Mais en tout état de cause, pour ce qui nous concerne, nous, opposition tchadienne, je reconnais notre faiblesse dans un certain nombre de domaines. Nous sommes en reconstruction et en voie de reconstruction de ce que nous faisons pour prétendre aujourd'hui gagner les élections en 2016. C'est parce que nous savons que nous avons attrapé le bon bout. Je voulais vous rassurer, Madame Bagayoko. Qui se battaient contre les rébellions à l'Est, par exemple, n'ont jamais connu une situation de bien-être quelconque en termes de salaire, en termes de nourriture, en termes... Non. Ils sont traités comme des esclaves. Et c'est comme cela que Déby les traite. Mais nous, dans cette situation, vous voulez qu'on fasse quoi? En dehors de ce que c'est une situation que nous dénonçons, c'est des débats que vous n'entendrez jamais, parce que c'est un débat qui est tchado-tchadien continu à l'intérieur du pays. Quand on pose une question orale à l'Assemblée nationale sur tel ou tel aspect de cette situation que nous connaissons à l'étranger, tout ce que nous pouvons avoir, c'est le traitement ce jour-là de l'information par les médias publics qui retransmettent. C'est tout, mais sans plus. Mais sinon, je peux vous assurer que c'est des questions que nous suivons de très près. Et en nous disant d'ailleurs, dans un certain sens, qu'il n'est pas mauvais que les Tchadiens subissent ces situations-là, parce que ça leur permet aussi de s'aguerrir, ça leur permet de se former, ça leur permet de comprendre davantage leurs droits qu'ils ne comprendraient jamais s'ils étaient au Tchad. Lorsqu'aujourd'hui j'apprends que des Tchadiens sont en mutinerie au Mali, moi quelque part j'applaudis. Je pense que c'est positif. Et pourquoi est-ce que Déby, dans la gestion des militaires au Mali, ne demande pas aux Nations Unies ou n'intervient pas de façon ferme auprès des Nations Unies pour que les Tchadiens aient le même traitement que les soldats des autres pays? Pourquoi la rotation, par exemple, ne se fait pas comme dans les autres armées? 3-4 mois, il faut repartir, aller prendre de l'air, éventuellement pour revenir. Non, parce que là maintenant, ils commencent à se rendre compte que ces gens-là peuvent être dangereux s'ils rentrent au Tchad. Donc je pense que du point de vue de la lutte, c'est quelque chose de positif, même si par ailleurs ces gens-là souffrent dans le pays où ils sont. Donc je comprends parfaitement tout cela hein, quand vous le dénoncez, le mauvais traitement des militaires tchadiens au Mali. Nous le répétons aussi dans nos interventions et nous interpellons le gouvernement pour que cette situation s'améliore. Je pense, Madame, avoir répondu à toutes vos questions, sauf erreur de ma part. Les liasses d'argent qui sont dans les banques françaises ici, comment faire pour les récupérer? Ça, madame, je prends ça pour un constat. Un bon constat que vous faites. Mais vous me demandez à moi, je ne peux pas répondre à cette question. Je suis moi aussi, comme vous, un peu déboussolé. C'est des informations que vous autres, vous avez. Nous autres, on n'y a même pas accès. Qu'il y a des liasses d'argent qui viennent en dépit du fait qu'on sait qu'il n'y a pas de convertibilité de notre monnaie. Comment est-ce que les gens font pour amener des tas de monnaie ici? Est-ce que c'est en CFA, est-ce que c'est en euros? Moi, je l'ignore. Quelles sont les banques qui sont concernées? Je ne le sais pas. Mais je constate tout simplement que si je prends votre question, il y a quelque part
il y a quelque part problème. Comment est-ce qu'on peut traverser des frontières avec beaucoup d'argent? Pour que je demande une enquête, madame. Donnez-moi les informations. Donnez-moi les informations. Moi, je n'en ai pas. Sur cette question, je vous avoue mon ignorance totale. Okay. Mais je constate tout simplement qu'il y a des Africains, des Tchadiens en l'occurrence, le sénateur Gors, que j'ai vu il y a 3 ou 4 jours, avec qui je fais le point de la situation. Je ne vais jamais au Quai d'Orsay ou dans un autre bureau français sans évoquer cette question. J'étais au Quai d'Orsay vendredi, je crois. On a encore longuement parlé de l'affaire Ibni. Et là, pour une fois, on s'est accroché parce que je leur ai dit que pour une fois, je peux leur dire que depuis que les socialistes sont au pouvoir, cette question n'a connu aucune avancée notoire par rapport au pouvoir précédent. Et c'est ça la réalité. Donc, moi, je crois que nous autres Tchadiens, on est pris dans un jeu d'intérêt qui nous dépasse parfois et dont il faut qu'on ne perde pas conscience. Il ne faut pas qu'on se leurre sur le monde tel qu'il est, qui est un monde d'intérêt. Cette notion-là, elle est importante aujourd'hui. Quoi que vous fassiez, si vous oubliez que vous êtes dans un monde d'intérêt, vous êtes complètement sur la touche. Et malheureusement pour nous, l'affaire de notre camarade Ibni est en train d'être occultée par des problèmes d'intérêt. Les amis du Sénat ont voulu créer une commission d'enquête. Ils ont rencontré un blocage. Qui lui imaginait ici en France que sous le régime des socialistes, au Sénat, où il y avait à ce moment-là une majorité de gauche, on ne puisse pas aller constituer une commission d'enquête sur une affaire comme celle-là. Qui pouvait croire que jusqu'à aujourd'hui, on en est encore au stade où il faut demander à rouvrir les dossiers qui sont encore sous le dossier secret, sous le sceau du secret défense à l'heure actuelle. Donc voilà, il y a localement en France des pouvoirs qui s'opposent à l'évolution de ce dossier. Il faut jouer avec le temps. Il faut jouer avec le temps et je pense qu'il arrivera bien un jour où cette affaire-là va connaître son dénouement. On nous dit qu'au niveau de la défense nationale, on interdit aux militaires qui sont identifiés de répondre aux questions relatives à la disparition de Ibni. Parce que ces militaires-là ont été... on a dans les recherches, on a pu établir quel est leur degré d'information, en tout cas leur niveau d'information par rapport à la question. Pour leur demander tout simplement ce qui s'est passé, la hiérarchie militaire refuse. Elle leur dit qu'ils n'ont pas le droit de parler. Les histoires de Gadoulé et autres, vous connaissez, c'est dans la presse, on ne va pas revenir là-dessus. Mais je voulais ajouter qu'au plan local, vous avez vu que le pool judiciaire a connu les fortunes que nous savons, au gré des situations, au gré des ministres de la Justice, localement au Tchad. Et que malgré tout, là-bas aussi, la chose qu'on voudrait étouffer et ne pas lui donner une dimension quelconque, là,